Bienvenue à cette web conférence, une conférence sur justement les enfants extraordinaires et l'éducation et comment ça se passe à l'école. Merci d'être connectés ce soir avec nous. On va avoir un super moment de partage. Je suis accompagnée de 3 femmes ultra inspirantes qui ont mené des parcours de combattants, qui sont toujours pour certaines en plein parcours du combattant. Puisque pour certaines d'entre elles, la neuroatypie fait partie de leur vie. Pour d'autres, elles la côtoient. Pour certaines d'entre elles, elles l'accompagnent. Donc voilà, je suis très, très heureuse d'être avec vous connectés ce soir pour partager cette conférence et surtout vous livrer quelques petites informations sur nos histoires respectives et aussi autour de quel projet on peut se rejoindre pour envisager positivement beaucoup de choses pour notre ville du Mans. Alors, je me présente. Je m'appelle Audrey Canal, je vis au Mans depuis maintenant une douzaine d'années. Je suis maman de 3 enfants, 2 enfants neuroatypiques et une troisième qui a 2 ans qui n'est pas encore diagnostiquée. Cela ne sera tardé. Moi, voilà comment ça a commencé pour moi, cette aventure dans un nouveau monde que je ne connaissais pas. Nous étions en vacances, mon mari, moi, les 2 premiers enfants et on avait la chance d'être au soleil à Punta Cana et comme beaucoup de parents, peut-être vous le faites aussi, on a mis les enfants au club de vacances le matin pour avoir un petit peu de temps pour respirer pour nous. Et ce qui s'est passé, c'est que le deuxième matin, quand je suis revenue au club de vacances, je me suis, retrouvée face à la directrice, du mini club qui m'a demandé si j'avais des soucis à l'école maternelle et à la crèche pour mes 2 petits garçons. Alors ça m'a inquiétée parce que dans son regard, elle me disait pas ça avec un franc sourire et elle me dit: «Écoutez, je ne sais pas si on vous les a déjà dit, mais en fait, vos enfants sont neuroatypiques». À ce moment-là, je ne comprends pas vraiment. Je ne sais pas si on est dans la case en mode varicelle, hein, puisqu'en tant que jeune maman que je me respecte, j'avais pas encore lu tout le guide de la petite enfance. Je regarde sur mon téléphone le soir même, des propos inquiétants, des parents inquiets. Bref, c'est un peu l'inquiétude autour de moi. On me demande si, mes enfants sont si différents que ça, dans leur univers habituel à la maison. Hem Et elle m'a mis beaucoup d'inquiétudes et les inquiétudes ont fait que commencer. Alors en tant que parent, je pense qu'on est toujours inquiet pour sa progéniture. En tout cas, c'est ce que je souhaite, à certains d'être là pour se préoccuper de ses enfants. Et avec beaucoup d'amour et beaucoup d'inquiétude, je suis justement tombée dans, tout le système de découvrir, en quoi sont différents mes enfants. Alors le parcours du combattant commence par déjà, se demander pourquoi ces enfants sont si différents. Est-ce que vos enfants sont juste en avance? Est-ce qu'ils sont vifs? Moi, j'étais souvent convoquée à la crèche et à la maternelle pour des comportements violents et parfois, des coups, hein, des morsures à d'autres enfants. Donc, vraiment pas des moments, super sympas à passer. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi et des moments où on est mal à l'aise parce qu'en fait, on ne sait pas trop quoi faire. On est un peu perdu et c'est ça qui se passe quand en fait, on maîtrise pas la situation, qu'on n'a pas assez d'informations et que parfois le fait de regarder sur internet fait encore plus peur que de rassurer. Moi, j'étais perdue, parce que, quand je suis rentrée en France et que j'en ai parlé avec, la maîtresse de CP et à la crèche, on m'a dit aussi qu'il fallait pas s'inquiéter, que c'était peut-être que dans ma tête, que mes enfants étaient tout à fait normaux. Mais je me rendais bien compte qu'au fur et à mesure des interactions, il y avait, quelques petits soucis et que mes enfants extraordinaires, devaient certainement être aidés. Alors ce soir, c'est une conférence aussi pour vous partager, pour aussi, donner des informations, vous partager nos parcours de vie, pour peut-être aussi vous aider à y voir plus clair et pouvoir en fait tout simplement, se dire: les neuroatypiques, c'est magique et c'est pas la catastrophe, bien au contraire. Ce sont des enfants extraordinaires avec plein de talents. Moi, je suis aussi une dyslexique, donc j'accepte maintenant en tant qu'adulte, le fait que j'ai eu l'étiquette de dyslexique quand j'étais petite. Mais c'est surtout, en fait, ce qui était le plus dur, c'était, de pas comprendre pourquoi, en tant que petite fille, en CP, alors qu'on est censé apprendre à lire, notre bouche, elle sort pas les sons qu'il faut. Moi, c'est simple, hein, si je vous fais une phrase, simple, j'avais un copain de classe qui s'appelait, Julien. Moi, c'était, Zulien, est-ce que tu veux jouer au ballon avec moi?
Et bien sûr, ce genre de propos dans ma bouche, parce que moi je pensais parler correctement, était, source de moqueries et tout était comme ça. L'apprentissage de la lecture a été très, très compliqué et le remerciement que j'ai à faire, ce soir, en fait, c'est tout simplement à l'égard de ma maman qui a accepté que, ben, sa petite fille ne lisait pas correctement et qu'il y avait un souci dans son apprentissage de la lecture et de l'écriture aussi, hein, puisque ça entraînait d'autres soucis et qui a été voir plusieurs spécialistes, donc notamment des orthophonistes. On le sait tous, les certifications des orthophonistes, ça devient une perle rare de trouver une orthophoniste et de pas avoir plus d'1 année et demie d'attente pour trouver une orthophoniste. Moi, j'ai eu cette chance dans les années 80, 85 de pouvoir aller à l'orthophoniste plusieurs fois par semaine et de pouvoir vous parler comme ce soir je vous parle, parce que si à cette époque-là, j'avais pas été, diagnostiquée et surtout accompagnée et avoir des séances régulières, ben, effectivement, je me serais retrouvée, bonsoir à tous, je me serais retrouvée, bah, peut-être en n'ayant pas la possibilité, d'évoluer et d'apprendre comme j'ai pu le faire finalement après avoir été accompagnée par des thérapeutes et par une maman qui a pu m'emmener à mes séances d'orthophoniste et surtout de trouver une professionnelle qui m'a vraiment aidée à avoir l'élocution que j'ai maintenant et je me rends compte de la chance que j'ai, quand je croise, certaines journées, des petits neuroatypiques qui se battent à l'heure actuelle pour avoir la capacité de s'exprimer, correctement. Alors ce soir, c'est une soirée un peu spéciale, c'est une soirée partage. C'est une soirée dans laquelle, donc, comme je vous l'ai dit au début, je vais accueillir et bonsoir à tous, bienvenue hein, dans cette web conférence. J'accueille trois femmes inspirantes, trois femmes qui, au quotidien et dans leur passé, ont du coup vraiment dû se battre, n'est-ce pas, Tatiana, Alice et Aline, des femmes courage, des femmes qui ont aussi qui assument, qui ont assumé les situations dans lesquelles elles sont, qui ont aussi bien, donc Tatiana, tu es maman de 5 enfants. C'est ça, 5 enfants extraordinaires. voilà. 5 enfants dont tu vas nous parler, je vais te laisser les présenter parce que ça sera tout aussi simple, puisqu'effectivement, ils ont chacun des cartes d'identité et des cartes thérapeutiques assez intéressantes, donc tu vas pouvoir nous partager ça. Je vous présente toutes les 3 rapidement. On a également la chance d'avoir Alice Cousin. Alors Alice, tu es éducatrice scolaire dans une structure pardon, de protection de l'enfance. Donc toi, ton Oui, rôle, c'est justement d'accompagner ces enfants. oui, voilà, j'accompagne des enfants dans leur scolarité par des moyens divers et variés Génial. Bah, donc tu vas nous depuis un an. Enfin, depuis un depuis un an dans cette structure. Ouais. D'accord, dépendance dans une structure. Donc, Alice, tu vas aussi nous partager justement, bah, ton quotidien et comment tu vois comment évoluent ces enfants et quels sont leurs besoins. Et on a également Aline Leguluche qui nous fait le plaisir d'être là avec nous ce soir. Aline, c'est grâce au projet dont on va parler après que je t'ai rencontrée, puisqu'on surfe beaucoup sur les réseaux et qu'en ce moment, tu as une jolie presse autour de toi parce que bah, elle fait le buzz en ce moment avec un super livre. Alors, j'en profite pour lui faire sa promo. J'ai appris à lire à 50 ans. Elle est avec nous, Aline, et elle va nous raconter justement son parcours de vie. Et en tant que neuroatypique, ce livre est une petite victoire, hein, une grande victoire même, j'ai envie de dire, Tout à sur les fait, 50 années. c'est une victoire. C'est C'est une une vraie grande victoire. victoire même, parce que j'écris toujours à l'envers à mes heures, hein, il y a pas de miracle. Je me suis pas fait soigner, je me suis rééduquée enfin, j'ai fait attention pour apprendre à parler correctement toute seule et puis, voilà donc, Bien. Tu vas nous partager ça. Moi, forcément il y a j'ai des déjà ton séquelles, livre. hein, il y a des séquelles. Bah, de toute façon, On n'est pas guéri. non, quand on est neuroatypique à vie. Moi, j'ai pleuré en lisant ton livre, hein, puisque du coup, je me suis retrouvée dans des situations similaires aux tiennes, mais c'était des pleurs de délivrance, parce Mmh. qu'en fait, on est seul face à ces situations, hein. C'est des situations, Mmh. pénibles et parfois violentes et douloureuses. Mais quand on lit que c'est arrivé chez les autres, bah, c'est une délivrance et puis c'est aussi de se dire: «Bah, oui, à ce moment-là, j'étais, bah, forcément pas bien dans ma vie, mais on peut faire de grandes choses» et en fait, le projet que moi je porte, hein, parce que du coup, je vais vous en parler après, de cette école de la libération, c'est ça aussi, c'est d'accompagner des enfants et des parents à trouver leur talent pour réussir leur vie malgré certains troubles et surtout d'être heureux. Donc c'est vraiment de ça qu'on va parler ce soir. Alors Tatiana, est-ce que tu veux bien du coup nous partager, cette famille extraordinaire dont tu en Là, es, la oui, la super maman, la wonder maman, parce que du coup tu assures, sur plusieurs fronts le côté éducation
et le côté suivi, thérapeute, les bilans, etc. Est-ce que l'on peut rentrer dans ton univers? Tu peux nous partager un peu qui sont ces enfants extraordinaires et puis quels sont aussi leurs troubles, hein, parce que la soirée est sur ce sujet-là. Exactement. Alors, bonsoir à tous. Moi, donc, je m'appelle Tatiana Lemercier. Je suis une ex-Mancel. J'ai été Mancel 30 ans, un peu plus de 30 ans. Et maintenant, j'habite en Indre-et-Loire, mais je ne suis pas très loin du Mans. Et j'y suis encore très régulièrement, d'ailleurs. Et donc, j'ai 5 enfants. Donc, j'ai commencé par une paire de jumeaux, un garçon, une fille. Le choix du roi, voilà. Ils ont 17 ans maintenant, donc ils sont en terminale, scolarisés avec une AESH, enfin, donc avec une AVS, une assistante de vie scolaire, dans un lycée classique. Ensuite, alors oui, non, avant. Thaïs et Adam, donc mes jumeaux, ils sont tous les deux autistes. Alors on dit autistes de haut niveau, on disait autistes de haut niveau, c'est-à-dire sans déficience intellectuelle. Et en plus de ça, chacun a alors j'ai horreur de ce mot, mais ça s'appelle comme ça, des comorbidités. C'est-à-dire que Thaïs a un trouble du déficit de l'attention, sans hyperactivité. Elle a un trouble neurovisuel. Elle a aussi un strabisme qui est corrigé et rééduqué, on va dire. Un trouble de la pragmatique du langage. Enfin, voilà, il y a plein d'autres petites choses. Adam, donc lui aussi, alors lui, il est autiste, comme on disait, Asperger, mais alors typique, hein, vraiment, l'Asperger typique. Avec il est multidys aussi, il est dyspraxique, dysgraphique. Bon, lui, il n'a pas de trouble attentionnel, mais bon, le trouble de la pragmatique du langage et des relations sociales, voilà, comme tous les autistes. Ensuite, donc, il y a Noam, donc, qui a 15 ans. Qui lui a été diagnostiqué au potentiel quand il avait 4 ans tout juste, et qui du coup est aussi en terminale, hein, voilà, avec ses frères et sœurs, puisqu'il a sauté de classe, ce qui n'était pas une solution, mais bon, voilà, on a fait comme on a pu. Depuis l'année dernière, je sais que lui aussi a un trouble de la pragmatique du langage, qui l'handicape un petit peu cette année, mais bon, voilà, on se dit, de toute façon, c'est le bac, et après, on est débarrassé. Donc, voilà. Le quatrième, donc Nate, il a 10 ans. Et lui, alors, il est dans le spectre autistique aussi. Il est haut potentiel intellectuel. Il a un trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité. Il a des 10 aussi, dysgraphiques notamment. Il a un trouble neurovisuel. Il a un trouble de la pragmatique du langage. Voilà. Et puis la dernière, Swan, qui a 5 ans et demi. Donc là, on sort de bilan, hein, en fait. Elle a fait un test de QI, clairement. On n'a pas pu faire le test pour le trouble attentionnel parce que, en fait, voilà, c'était pas possible. Elle était déjà trop agitée. Et bon, a priori, on a des suspicions quand même qu'elle soit dans le spectre autistique et une suspicion qu'elle soit au potentiel. Voilà. Alors, moi, Tatiana, c'est vrai que du coup, on voit que c'est une famille extraordinaire. Tu es plutôt à l'aise, en fait, mais parce que tu viens de le dire, hein, les garçons, enfin les enfants ont 18-17 ans, donc ça fait quelques années quand même que tu es dans cet univers-là. Moi, je croise beaucoup de mamans qui sont en attente des réponses de leur diagnostic pour leurs enfants. C'est beaucoup d'étiquettes, c'est beaucoup de noms compliqués. C'est beaucoup d'étiquettes, mais c'est très long, en fait. Parce que clairement, Adam a été le premier à être diagnostiqué, il avait 11 ans, mais moi, j'ai vu en fait les signes d'autisme, il avait 18 mois. Thaïs, elle a été suivie à partir de l'âge de 4 ans, et moi, j'ai mis le mot autisme derrière, mais rien n'a été fait. Parce que, en fait, c'est le diagnostic, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est un vrai parcours du combattant. Ce qui est très compliqué, c'est de trouver des vrais professionnels qui sont vraiment formés et qui vont mettre. Enfin, l'idée, c'est pas de mettre une étiquette, c'est on voit ces enfants-là à un moment qui arrivent en souffrance parce que l'école, notamment l'école, ça c'est terrible. En fait, si on enlève l'école, j'ai pas envie de dire il y a plus de problème, mais limite. Et moi, c'est pas leur mettre une étiquette, mais c'est mettre un nom sur leurs problèmes pour pouvoir les aider au mieux, en fait. C'est ça. Voilà. C'est identifier ces troubles parce que potentiellement,
Ils sont comme ils sont, hein, et il faut Exactement. s'adapter dans la vie comme on est, mais c'est de comprendre, comment après on peut les aider, avec des thérapeutes à corriger, à trouver aussi des solutions pédagogiques et d'apprentissage, hein. Toi, tu m'as déjà exprimé que tu avais fait du coup, suite à différents soucis dans les classes, tu as fait l'école à la maison? Oui, on a fait l'école à la maison pendant 3 ans, notamment au niveau du collège quand les 2 grands ont dû rentrer en 4e, ils ont vécu quand même, beaucoup de harcèlement et notamment Thaïs. Malgré un établissement privé et une équipe, éducative qui était quand même, vraiment bienveillante. Mais les enfants entre eux, ils sont terribles, hein, aussi. Enfin, je veux dire, il y a aussi ça qu'on maîtrise pas. Mmh. Et moi, je me suis formée aussi à la pédagogie Montessori. Je suis toujours en cours d'ailleurs, mais voilà. Donc je reprends en fait beaucoup de leurs acquis par le sensoriel parce que ça marche mieux comme ça. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un parcours, terrible parce que, on se le prend un peu quand même dans la figure, hein, voilà. Même si bon, moi finalement, pour les 2 premiers, j'ai envie de dire, j'ai pas vécu le choc du diagnostic parce que j'ai vu avant même qu'on me le dise. Mmh mh. Donc j'attendais juste que quelqu'un me le marque sur un papier et qu'on puisse avancer quoi, clairement. D'accord. Après, clairement, bon, le 3e HPI, je dis: «Oui, bon, moi-même je suis HPI, c'est pas grave». Ça a été un peu de souffrance à l'école quand même, hein, bon, voilà, pour dire les choses clairement, mais on s'en sort pas trop mal. Mais le 4e, par exemple, j'ai pris une claque parce que là, j'ai vu certaines choses, mais j'ai pas tout vu. Et là, je me suis dit: «Non, pas encore. Enfin, c'est pas possible». Et Mmh. la dernière, bon, bah, là, voilà, Après je le après avec perdais, je me suis pas fait l'expérience. d'illusions. Ouais, Tatiana, avec l'expérience, tu as aussi acquis, toi, des méthodes. Tu t'es formée, hein, tu as quand même fait, beaucoup de formations diverses et variées pour travailler sur l'hyperémotionnalité de tes enfants. Tu travailles sur de la pédagogie alternative pour les aider à acquérir des bases d'apprentissage aussi pour leur faciliter, hein, l'évolution, pédagogique. Hem, alors justement, toi, tu es arrivée dans le projet, École Libération, puisque c'est de ça que je vous parlerai après ces superbes témoignages. Qu'est-ce qui a résonné en toi quand tu as su qu'une école comme celle-ci était en train de se créer? Qu'est-ce que ça a déclenché chez toi? Qu'est-ce que tu t'es dit et surtout qu'est-ce que tu attends d'une école comme celle-ci? Ah bah, alors mon premier, ça a été enfin. Voilà, il y a quelqu'un qui a eu le courage de le faire, moi pas, en fait, parce que, clairement, enfin là, tout de suite, je me disais: «Mais non, mais je peux pas porter un projet comme ça en portant tout le reste, c'est pas possible». Mmh mh. Parce Mmh. qu'en fait, ce qui est très difficile, c'est que, bah, une école comme ça permettrait à des mamans de rester maman. Parce que moi, en fait, depuis quelques années, je suis chauffeur de taxi, je suis institutrice, je suis professeure de collège, je suis professeure de lycée, je suis coiffeuse, esthéticienne, cuisinière, infirmière, psychologue, enfin je prends le relais de l'ergothérapeute, je coordonne tous les soins, je fais tous les dossiers MDPH, je cours d'administration en administration, Toi, je tu as mis ta carrière en suspens, hein, c'est ça? Pour pouvoir Eh t'occuper de ben, tes enfants complètement. Je à suis temps en plein. congé de présence parentale, en fait, voilà et là, je suis dans l'incapacité complète d'aller travailler parce que c'est pas possible, en fait. Oui, bah, Ça me les prend, créneaux. plus qu'un temps plein. Ouais, C'est alors moi, affreux. je vais partager avec vous aussi. C'est vrai que et je pense que du coup, beaucoup de parents se retrouvent dans ce dispositif où à partir du moment où tu rentres dans l'accompagnement de ton enfant, pour justement, hein, mettre en place tout autour de lui des protocoles de soins pour l'aider, pour l'accompagner, pour l'aider à progresser, ben, ça devient difficilement gérable s'il faut être à l'orthophoniste le matin, à l'ergothérapeute l'après-midi et puis le lendemain, c'est d'autres choses à faire. Donc c'est vrai que c'est toute Ouais, une organisation, une logique et c'est vrai que ça fait partie des traits du projet, de se dire: «Il faut tout mettre au même endroit». C'est c'est cette ça. innovation qui permettra aux enfants d'avoir à la fois la pédagogie, l'éducation avec des aides alternatives, parce que l'idée, c'est quand même qu'ils apprennent ce qu'il y a à faire au niveau du programme de l'éducation nationale, mais d'être dans l'acceptation des troubles et surtout d'avoir des personnes qui connaissent ces troubles pour que justement, bah, on puisse accompagner l'enfant dans cette croissance et qu'il ait pas non que les parents aient pas 15 000 allers-retours à se faire parce qu'effectivement, c'est usant par rapport à cette partie-là. Donc ça, c'est vrai que C'est clair. c'est un point Et important. et et c'est vrai que là, l'école, c'est juste, mais c'est le projet rêvé et moi, je me dis juste, «Zut, ça arrive trop tard pour certains, mais ça va être tellement bien pour tous ceux qui vont pouvoir en bénéficier» parce que ça évite, oui, les cavalcades, qu'en plus, souvent, c'est des enfants, la stabilité, c'est quand même, quelque chose d'hyper important, de pas changer les horaires, de pas changer les habitudes et cetera.
Donc, d'avoir tout dans un même lieu, c'est juste, c'est génialissime. Et La encore une fois, communauté. déjà, on n'aura pas à se battre avec des inscrites qui n'y connaissent rien. Enfin, et je leur jette pas la pierre, hein, parce que bon, malheureusement, voilà. Mais déjà, on n'aura pas à justifier. Et parce moi, je passe beaucoup de temps à expliquer que, bah oui, non, mon fils, si vous lui dites juste arrive à 10h15, bah, Mm. il y a quand Non. même une probabilité que vous ne le voyez jamais. Bon. Merci Tatiana pour ce partage. Alors j'en profite parce que bon, on m'indique qu'il y a déjà 70 personnes qui nous écoutent. Donc merci à vous d'être connectés ce soir et de venir écouter justement ces partages inspirants et ces petites notes d'espoir. Merci d'être à nos côtés pour ce projet de l'école Libération et surtout pour accompagner ces enfants extraordinaires. Est-ce que tu pourrais donner un conseil, un petit coup de boost positif aux mamans, aux papas qui sont connectés ce soir, même aux éducateurs, aux enseignants, aux thérapeutes qui sont connectés ce soir? Quelle est, toi, ta petite vision positive, hormis le fait que demain, s'il fallait, tu viens inscrire tes enfants à l'école, parce que c'est bien ça que j'ai capté. Clairement. Ce serait positif, ou du Alors, moins un petit conseil positif. moi, ce que je dis souvent à mes enfants, c'est, je dis, vous êtes tous parfaits dans un monde imparfait. Moi, je suis juste là pour vous aider à vivre dans ce monde parce que vous avez choisi d'arriver là. Donc maintenant, faut faire avec. Et voilà. Donc en fait, pour moi, la neurodiversité, c'est pas un problème. Je pense que ça va même devenir la norme. Par contre, il faut le gérer, juste pour que ça soit vivable pour eux et encore une fois, qu'ils en tirent du bonheur. C'est tout. Ouais, Après, les parents, moi, j'ai juste envie de vous dire, j'ai passé beaucoup de temps à dire, je n'ai pas le temps. Maintenant, je ne dis plus ça. Je dis, je le prends, le temps. Prenez du temps. Prenez du temps pour vos enfants. Une année scolaire de plus, de moins, voilà, on s'en fiche. Une heure de plus, de moins, on s'en fiche. Moi, un matin où ils n'arrivent pas à se lever, ils vont pas à l'école, et puis tant pis. Voilà, mais prenez du temps pour vous. Ne perdez jamais espoir et gardez toujours à l'esprit que de toute façon, quoi qu'il arrive, les choses vont forcément bien se passer. Vos enfants sont parfaits. Ils ont juste besoin d'être accompagnés. C'est tout. Merci Tatiana, ça va faire du bien à certaines personnes d'entendre ça parce qu'il y a des situations pas toujours faciles effectivement au quotidien. Merci, en tout cas, c'est encourageant et bravo pour ce que tu fais au quotidien. Tu es une super maman et on sait que tu fais de ton mieux, donc c'est ça qui est génial. Alors ensuite, je vais accueillir une éducatrice scolaire qui au quotidien est auprès justement de ses enfants dans une structure de protection de l'enfance. Et Alice, elle a une expérience, elle a plusieurs expériences à nous partager ce soir. Alice, tu peux ouvrir ton micro, tu peux nous raconter un peu des épisodes de ton quotidien et aussi voilà, nous dire un peu, toi, ton ressenti actuel de ces situations que tu vis. Alors avant tout, merci beaucoup de m'inviter sur ce plateau virtuel. Merci à toi, Tatiana, pour ce témoignage bouleversant et très proche d'une vérité aussi que je ressens. Donc, je suis éducatrice scolaire, en effet, depuis 1 an auprès d'enfants de l'aide sociale à l'enfance dans une structure. Je suis donc formée en licence sciences de l'éducation. Je suis médiatrice artistique également. J'ai aussi créé, je suis aussi directrice d'une association de soutien à la parentalité et maman de 3 enfants, des jumeaux de 5 ans et 4 mois et une petite fille de 3 ans. Voilà. Ça va faire 15 ans que je travaille avec des enfants qui ont des troubles spécifiques, diagnostiqués ou non. Mais donc j'ai travaillé dans de nombreuses structures, que ce soit des structures scolaires de l'enseignement ou des structures extérieures comme des centres sociaux culturels, des programmes de réussite éducative, des IME, dans des instituts médicaux éducatifs. J'ai été pendant 2 ans accompagnante psychoéducative auprès d'enfants ayant des troubles du spectre autistique. Voilà, donc j'ai rencontré beaucoup d'enfants différents. Et vraiment, mon envie depuis toujours, ma motivation depuis toujours, c'est de travailler auprès de ces enfants-là.
Ces enfants qui sont malheureusement qualifiés de manière très négative par la société, par de nombreuses structures, avant tout l'école, qui sont... Oh, on a perdu notre belle Oui. Alice alors qu'elle allait nous expliquer certaines des situations qu'elle vit au quotidien. On va voir si elle arrive à se reconnecter tout de suite. Coupé. C'est les joies du direct. Oui, Alice, tu es revenue parmi nous, c'est nickel. Je suis revenue. Je retire la caméra. Ouais, donc je disais, voilà, donc ce sont des enfants que l'on décrit, que l'on nomme comme les enfants inadaptés, ingérables, déviants, difficiles, non conformes, et encore plein d'autres petits mots de qualificatifs négatifs très sympathiques. Et moi, ma question vraiment, c'est comment les enfants font pour grandir avec ces mots, ces qualificatifs qu'ils entendent déjà tout petits, hein. Alors que pour moi, ces enfants, je les vois comme des enfants émotifs, sensibles, libres, ingénieux, créatifs, sincères, et puis comme vous dites, extraordinaires. Donc voilà. Donc moi, je travaille donc depuis 1 an dans cette structure, et mon premier rôle, c'est de permettre aux enfants d'accéder à la réussite scolaire. C'est beau comme ça sur le papier, mais c'est pratiquement impossible, en tout cas seul, surtout si à côté les autres acteurs professionnels ne suivent pas. Donc je travaille auprès d'enfants qui ont entre 3 et 12 ans, donc principalement les primaires. Bien qu'on accueille des enfants plus jeunes, moi je travaille avec les 3-12 ans. Pour moi, il y a des enfants neuroatypiques qui ont été diagnostiqués il y a peu de temps. En effet, comme disait Tatiana, les diagnostics ont été très très longs à être pris en charge. Déjà parce que comme ça passe pas par les parents, comme ça passe par l'aide sociale à l'enfance, les éducateurs, c'est très long. Et d'autres enfants qui ne le sont pas encore diagnostiqués et qui ne le seront peut-être pas, mais sont en tout cas atypiques par leur histoire, par leur vécu, par leur traumatisme, par leur personnalité et par leur résilience. On le remarque de plus en plus que l'école ordinaire ne leur convient pas. Alors, je tiens à bien noter que c'est l'école ordinaire qui ne leur convient pas, et c'est pas eux qui ne conviennent pas, qui ne conviennent pas à l'école. C'est l'école qui n'est pas adaptée à eux. C'est pas eux qui ne sont pas adaptés à l'école. Donc ça, c'est quelque chose d'important, je pense, à soulever. Et toi, justement, je te coupe juste, mais justement, cette école qui n'est pas forcément adaptée, ça engendre quoi? Ça engendre des grandes souffrances, justement, c'est chez ces enfants que tu récupères après dans ton centre, c'est ça? Oui, d'autant plus que ils sont, pour beaucoup, en tout cas tous ces enfants-là, les enfants qui ont le plus qui rencontrent le plus de difficultés à l'école, depuis 1 an, il y en a de plus en plus qui relèvent de la MDPH. On a de plus en plus de réunions. À la sortie de la réunion, il est décidé qu'on doit mettre en place un dossier MDPH. Ils ont donc, pour avoir des AVS, pour avoir des temps, pour aller à l'école qu'à temps partiel, donc pour être déscolarisés. Donc les enfants ont donc des prises en charge, quand ils sont déscolarisés, ils ont des prises en charge extérieures ou alors au sein de notre structure. Je suis confrontée surtout à une demande de l'Éducation nationale qui avant, pourtant ça fait bien longtemps que je travaille avec les enfants, et c'est depuis vraiment cette année que j'entends ce terme qui moi me fait ma peur en fait, me fait très peur. C'est que les élèves doivent être conformes. Alors, quand on recherche dans le dictionnaire ce que ça veut dire être conforme, ça veut dire être semblable à un modèle. Voilà, donc les élèves doivent être conformes, ils doivent être dans une conformité. Quand on sait que l'individu est unique, c'est compliqué quand même. Oui, voilà, c'est très compliqué. Et pourtant, c'est vraiment ce qui est rappelé. Alors, quel modèle il s'inspire, je ne sais pas encore.
Moi, je sais qu'enfant, au contraire, je sais que j'étais une enfant, ce qu'ils peuvent appeler une élève conforme, puisque je n'exprimais que très, très, très rarement mes émotions, mes ressentis, bien que j'en avais, mais je me le permettais pas. Et il est vrai que te rendre compte que je me rends compte vraiment aujourd'hui que ces enfants-là sont classés comme des enfants inadaptés, alors que la question vraiment qui se soulève aujourd'hui, c'est est-ce que c'est l'école qui est inadaptée aux enfants ou est-ce que c'est les enfants qui sont inadaptés à l'école? Moi, je penche pour la première réponse, la première solution. Et parce qu'en effet, on ne peut pas. La caractéristique quand même de la conformité, c'est une caractéristique du comportement d'un individu qui a été déterminé par une autorité. Donc l'autorité, ça peut être le parent, ça peut être l'école, l'éducation nationale, voilà, une autorité. Donc c'est assez bouleversant de se dire que voilà que l'enfant doit rentrer dans un moule pour être accepté à l'école. D'autant Donc plus, tout excuse-moi, Alice, d'autant plus que c'est ce moule qui fait qu'effectivement des enfants se retrouvent en souffrance, parce qu'on est bien d'accord que chaque enfant est unique, chaque être humain est unique. Exactement. Et de plus en plus, je pense, moi j'ai rencontré une femme qui m'a dit que les enfants qui étaient nés depuis les années 2000-2010 étaient vraiment des enfants différents des enfants de l'autre génération, et que ce côté atypique va être de plus en plus, se révèle de plus en plus. Les chiffres, excuse-moi Alice, les chiffres le prouvent, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une recrudescence. Alors certains disent que c'est parce qu'on augmente les tests. Je ne suis pas si sûre. Enfin, c'est juste aussi que ces enfants neuroatypiques, de toute façon, il y a une attirance entre neuroatypiques, les enfants zèbres, et que effectivement, si deux adultes zèbres font des enfants, ils peuvent être qu'encore plus zébrés, n'est-ce pas, pour utiliser des termes rigolos et un peu plus légers. Mais le sujet est vraiment sérieux, et c'est surtout qu'en fait, ces enfants ne rentrent pas dans un moule. Et c'est, alors moi, les échanges que j'ai eus avec des personnes qui travaillent au sein de l'éducation nationale, il y a aussi cette recherche de, mais comment on peut faire du coup pour être aussi dans un souci d'adaptation par rapport à ces enfants qui ont des besoins et à ces enfants qui vont avoir de plus en plus de besoins, parce qu'il y aura de plus en plus d'enfants justement avec des besoins, avec des symptômes autistiques ou d'autres. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les réponses ne sont pas forcément dans l'école ordinaire. Ça, c'est vrai. Et c'est un peu pour ça qu'on est obligé de chercher ailleurs et de construire et de co-créer justement des centres innovants, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas forcément la réponse. C'est ce qui fait que certains enfants arrivent dans ta structure ou dans d'autres structures, parce qu'à l'heure actuelle, ils sont perdus et ils sont en souffrance dans la situation dans laquelle ils sont, quoi. Et des parents qui sont, moi je vais parler de moi-même, où on est un peu, on est perdu. On ne sait pas comment aider son enfant, parce que tant qu'on n'a pas toqué à toutes les portes, qu'on fait le parcours du combattant, qu'on ne sait pas vraiment les tests ni rien, on est dans une zone un peu complexe. Oui, tout à fait. Je dirais que sur les 40 enfants, un peu plus de 40 enfants que j'accompagne, il y a les 3/4 qui relèvent de la MDPH ou qui vont relever de la MDPH, puisqu'on a reçu beaucoup de petits qui posent déjà énormément de problèmes à l'école. Je peux donner un exemple comme ça, un petit enfant de 3 ans adorable, qui a été placé depuis septembre au village avec ses sœurs. Et cet enfant, l'enseignante a tout de suite dit qu'il avait un comportement inadapté, parce que quand il était réprimandé, il rigolait. Et donc pour elle, il se moquait d'elle, ou voilà, que c'était pas normal, et que pour ça il devait aller voir quelqu'un, il devait y avoir un suivi psychologique. Et pour le coup, on a tous eu la même réaction dans la structure, où on s'est dit que c'était juste un enfant qui déjà, il avait même pas 3 ans quand il est arrivé. Et il a 3 ans, donc comme beaucoup d'enfants, les émotions sont difficilement détectables à cet âge-là, et l'enfant a juste pas su comment réagir. Il y avait rien de grave, il tapait sur une maison parce qu'il exprimait certainement beaucoup de choses. Il en avait le droit. Et ça n'a pas été entendu. Et donc, à 3 ans, il a déjà, je crois, 5 ou 6 mots dans son cahier, et il a été puni de nombreuses fois.
C'est le problème de ces enfants ultra dynamiques qui, comme on ne sait pas trop comment les gérer, ils sont souvent réprimandés, punis, mis au fond de la classe. Donc c'est vrai que c'est pas forcément une bonne. Je crois que Aline va nous en parler après, parce que du coup, les punitions, elle les a connues pendant quelques années sur les bancs de l'école. Mais c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on éduque un enfant après à trouver son chemin et surtout à pouvoir s'épanouir. Quand toi, tu as entendu parler du projet de l'école à Libération, Alice, ça a été quoi, toi, du coup, ton ressenti et qu'est-ce que tu penses que ce type de centre peut apporter justement pour les enfants que tu croises au quotidien? Ça a été déjà une libération déjà pour moi, une surprise très agréable puisque je me disais qu'il fallait vraiment à tout prix créer des structures pour ces enfants. Moi-même, j'ai permis à un enfant d'aller dans une école qui peut se rapprocher peut-être de l'école Libération, qui s'appelle l'école Magique, qui est dans la Nièvre, qui est une école qui est justement ouverte principalement aux enfants neuroatypiques qui rencontrent dans leur scolarité, qui ont rencontré de gros troubles de l'apprentissage. Là, sont enfin pris dans cette école tels qu'ils sont. Sauf que, donc bien sûr, on en a parlé à l'école pour les enfants qui ont été exclus de l'école ou qui sont dits inadaptés par rapport à l'école ordinaire. Mais cette école, malheureusement, peut difficilement prendre les enfants qui ont des troubles du comportement parce que l'équipe n'est pas assez formée. D'accord. Donc l'école Libération, j'ai regardé les lives déjà précédents et le site, et j'ai eu de nombreuses personnes aussi au téléphone qui a confirmé donc ce que j'avais bien compris sur cette école, où c'est une école qui est vraiment englobe tous les besoins de l'enfant, que ce soit scolaire, que ce soit un suivi plus thérapeutique, un suivi médical et un suivi avec les parents, ce qui est très important. Et et que c'est une école qui va prendre les enfants tels qu'ils sont, et que c'est une école qui va s'adapter aux enfants et non pas l'inverse. C'est une très belle synthèse. En fait, on souhaite mettre en place une synergie entre l'équipe pédagogique, l'équipe thérapeutique, pour justement s'adapter au cheminement de chacun des enfants qui va intégrer l'école, mais avec un triptyque magique qui est l'enfant, sa famille. Donc, quand on entend la famille, c'est les parents, les frères et sœurs et pourquoi pas les grands-parents qui vivent auprès de cet enfant. Et le triptyque magique, c'est aussi d'accueillir ses enseignants, ces éducateurs de centres de loisirs, tous ceux qui travaillent au contact des enfants pour les aider à comprendre en fait comment fonctionne un enfant neuroatypique et quels sont ses besoins, quels sont aussi ses codes, son langage et tout ce qui peut accompagner l'enfant dans son apprentissage au lieu d'à l'inverse de réagir comme si on avait tout préparé dans un moule et qu'effectivement, on sort du moule systématiquement sur ce type d'enfant et de donner des clés et des outils à tous ces passionnés de l'enfance, mais qui, pour le moment, n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir les formations adéquates. Et ça, c'est vrai que ça va être un bel axe de ce projet. Donc, c'est vraiment ça. Est-ce que du coup, Alice, toi, c'est quelque chose que tu penses que dans les enfants que tu as autour de toi tous les jours, c'est des enfants qui pourraient effectivement intégrer l'école Libération de par ce trio gagnant, pédagogie, thérapeute et puis famille? Oui, tout à fait. Après, je sais que moi, quand je prends ces enfants, donc je les prends en individuel, je les prends pas en groupe. Les enfants vivent dans des pavillons, donc ils sont 5 ou 6 par enfant. Donc il y a de nombreux enfants qui ont des troubles. Je sais que une prise en charge individuelle est très importante pour eux, pour justement être à ce moment-là vraiment eux-mêmes et être pris vraiment tels qu'ils sont. Donc voilà, je sais que parce qu'il faut être vraiment très regardant et vraiment les accompagner pour éviter des détresses en fait, pour éviter ces détresses qui peuvent être très rapidement
qui peuvent s'extérioriser très rapidement, et que si elles sont pas accompagnées, c'est là où justement les enfants peuvent rentrer dans des grosses colères, se mettre à insulter les adultes et les enfants, faire des crises. Nous, on parle de crise Les crises sont souvent générées par l'incompréhension, de la Oui. frustration, Oui. et puis un mal-être, hein, puisque du coup, c'est Oui. un peu, moi, des fois, je dis, c'est un peu comme une bombe, hein, quand ça explose, c'est parce que ça a gonflé. Le mal-être a été tel qu'à un moment donné, les émotions sont plus contrôlables. Et il y a un Oui. pétage de plomb chez ces enfants-là, qui des fois, du coup, fait tomber un peu des nues, et fait qu'effectivement, dans une école classique, quand un enfant comme ça pète un plomb, il est généralement convoqué et parfois, entre guillemets, mis à la porte de l'école. Mais parce qu'on n'a pas forcément analysé les symptômes et que l'enfant n'a pas forcément eu l'écoute, ou du moins les détections en amont pour l'aider. Donc voilà, on est sur des réactions très violentes parfois, et parfois pas toujours comprises par tous, parce que pas forcément contrôlables, explicables. Donc c'est vrai que ça, c'est pas évident. C'est important ce que tu dis aussi, Alice, sur le sujet effectivement de ces écoles multi-compétences pour pouvoir vraiment être au cœur de chaque enfant. Parce qu'effectivement, on ne peut pas traiter le groupe dans sa masse. On doit traiter les enfants par rapport à leurs besoins et à leurs troubles. Donc, c'est vrai que c'est vraiment là-dessus où il faut vraiment se positionner par rapport à ça. Est-ce qu'Alice, tu veux nous dire quelque chose de positif pour ces familles, les personnes qui vont écouter ce live, par rapport justement à ce type d'initiative comme celle-ci, comme celle que toi, tu avais déjà trouvée pour placer un enfant dans une école magique? J'adore ces termes-là, c'est parfait. Quelle serait ta petite note d'espoir pour la soirée? Justement, le fait qu'on soit réunis ce soir et de voir qu'il y a de plus en plus d'écoles, mais aussi d'enseignants, bien sûr, qui se rendent compte des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et du besoin de se former, d'innover leur enseignement. Moi, mon mari est enseignant, j'ai beaucoup d'amis qui sont enseignants et qui même dès leur premier jour, ont réadapté leur classe, mais pas par rapport à un élève, par rapport à tous les élèves, et par rapport à leurs croyances aussi et leurs observations. Et je pense que on va de plus en plus vers ces écoles-là. On n'est pas des écoles de rupture, parce que je sais que moi, à l'heure actuelle, je reçois autant des soutiens positifs. Et d'ailleurs, je remercie tous les petits mots qu'on voit passer. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent ce soir et qui, comme tu l'as dit, Alice, prouvent que tous ensemble, on a envie de faire changer les choses, et c'est ça qui est joli. Il y a aussi le côté qu'effectivement, ce sont des projets innovants qui doivent être accompagnés, et le soutien de chacun compte. Un partage de ce genre de live peut nous permettre effectivement d'avoir les soutiens nécessaires à créer cette école, mais en créer effectivement d'autres ailleurs. Je vois que dans les commentaires qui passent vite fait sous les images, c'est ce qu'on nous demande. Faut savoir que j'ai été contactée par 4 ou 5 mairies, donc des municipalités qui s'intéressent à ce type de projet pour les accompagner. On ne doit pas être des projets de rupture, c'est-à-dire on n'est pas contre l'éducation nationale, bien au contraire. On veut aider l'éducation nationale et surtout tous ces enseignants investis à leur tâche à accompagner du mieux qu'ils peuvent tous ces enfants qui ne rentrent pas dans le moule et qui pourtant méritent de s'épanouir et de développer leur talent. Donc ouais, je pense qu'Alice, c'est joli ce que tu viens de dire. C'est le fait que déjà on soit tous réunis ce soir, c'est déjà un premier pas d'espoir pour lutter contre la déscolarisation, l'illettrisme, la dépression enfantine. Voilà, on est vraiment dans ce sujet-là en fait. Oui, puis surtout que certains enfants, selon moi, il y a des enfants qui ne relèvent pas du tout de la MDPH. Moi, quand j'ai entendu parler de la MDPH, pour moi, c'était des enfants qui relevaient vraiment d'un handicap tel que je les connaissais. Donc, troubles du spectre autistique, ou des enfants qui ont un handicap physique suite à une maladie génétique, héréditaire, plus comme ce qu'on rencontre en IME. Mais aujourd'hui, même des enfants juste qui ne sont pas adaptés à l'école relèvent de la MDPH, donc sont considérés comme enfants handicapés. Tout à fait. On est dans le handicap invisible.
Nous, on sait qu'avec l'équipe projet, on va travailler à rencontrer bien sûr la MDPH, parce que tout le projet est en train de se co-construire. Donc pareil, petit clin d'œil à toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Il y a de la place pour tout le monde pour co-construire, pour réfléchir, pour avoir les bons contacts, notamment par exemple à la MDPH, à l'éducation nationale, puisque on est en train de réinventer un joli modèle dans lequel on ne veut surtout pas rentrer dans un moule. Au contraire, on veut que chacun puisse s'exprimer et que ses enfants, demain, ils aient leur place. Donc, ce qui est top, Alice, c'est de voir que toi, du coup, tu es au contact d'enseignants, tu es au contact d'enfants et de familles qui, à l'heure actuelle, supportent leur handicap invisible. Et au quotidien, tu essaies d'améliorer leur quotidien à tous, en fait. Donc, tu es un des anges gardiens de ce centre. Je suis un refuge. Je suis un peu le refuge. Les enfants viennent quand ils veulent me voir. Et vraiment, je prépare jamais mes séances. Je fais toujours selon l'enfant. Je prends ce que veulent les enfants, je prends ce que proposent les enfants, ce qu'ils me proposent. Alors parfois, je peux mettre un petit peu plus à leur vue des ateliers que je ressens un peu plus, mais parfois je me trompe totalement et c'est pas grave. En ce moment, les enfants sont des bons guides aussi, de toute façon. Donc, oui, exactement. Ah oui. Individuellement, ils arrivent aussi à nous emmener là où ils ont besoin d'aide et il faut être encore une fois dans une écoute active et respecter ces petits êtres qui de toute façon savent où ils veulent aller à condition qu'on les écoute et à condition qu'on les respecte. Et ça, c'est super puissant, quoi. C'est ça. Merci Alice en tout cas et super, bravo d'être accomplie à ta tâche avec ton rôle de maman, donc aussi une super maman Wonder Woman. Et puis on va avoir plaisir à co-construire certaines parties du projet Libération Ensemble. Donc merci à toi, après avoir écouté ce qu'on a déjà raconté sur les autres Zooms, de nous rejoindre et d'accepter aussi ce soir le challenge, comme Tatiana, de parler avec nous en live et de s'exprimer pour partager, pour donner aussi des lueurs d'espoir aux gens qui nous écoutent, parce que c'est important de se serrer les coudes, surtout dans une période comme celle que l'on traverse actuellement. Alors, Alice a dit, les mots troubles de l'apprentissage. Je pense que Aline, tu as nagé dans le trouble de l'apprentissage et tu as même su mettre tout un tas de masques pour être dans le « je suis comme tout le monde ». Bonsoir Aline, bienvenue parmi nous. Merci de nous accorder aussi de ton temps. Aline, c'est quoi cette magnifique victoire et ce super livre que tu nous as écrit pour, on va dire, nous permettre à nombreux dyslexiques d'assumer, j'essaie de bien dire toutes mes lettres, d'assumer cette aventure de vie que tu as traversée. Est-ce que tu peux nous partager justement ton parcours et qui tu es? Alors déjà, bravo Tatania et puis bravo Alice. Et oui, j'ai fini par écrire un livre pour justement dénoncer ce parcours de vie, pas dénoncer dans le mauvais sens, pas dénoncer pour dénoncer, mais pour raconter une histoire quand on est enfant et qu'on n'arrive pas avec les mots, qu'on n'arrive pas avec les lettres, qu'on ne sait pas comment faire, on ne comprend pas, on n'arrive pas à analyser ce qu'on nous demande et on est dans un brouillard total et on est toujours le vilain canard de la classe, on est le mauvais élève, on se fait punir sans cesse, mettre au coin pendant des heures. Et même plus que ça, parce qu'à l'époque, si on frappait un enfant parce qu'il ne l'apprenait pas, c'est qu'il l'avait bien mérité. Donc, c'était pas. Voilà, maintenant, le même enseignant, maintenant, irait directement en prison et ça serait tout à fait sa place. Mais à l'époque, on ne disait pas grand-chose à tout ça parce que c'est que l'enfant le méritait bien. Il n'avait qu'à apprendre comme les autres enfants. Ça n'allait pas plus loin que ça. Donc, c'est vrai que, bon, moi, l'enseignant était dans mon dos, je tremblais d'avance. Donc, du coup, je n'arrivais plus à écrire parce que j'avais peur. Parce que si je faisais bien, j'essayais de faire bien, ça n'allait pas. Et de toute façon, j'y arrivais pas. Donc, c'était très parce que toi, compliqué. petite fille, du fait de ton trouble, qui à cette époque-là n'était pas assumé, puisqu'on n'était pas non plus dans une Non, période c'était où pas les parents reconnu vérifiaient du ça. tout.
pas reconnu, tu as pas vu l'orthophoniste non plus. Enfin, voilà, toi, moi, quand tu Non. racontes ta vie, tu étais entre la ferme et effectivement, tu allais à l'école. Tu prenais régulièrement des coups de règle. Encore une fois, en fonction de l'enseignant sur qui tu tombais d'une année sur l'autre, bah, les choses pouvaient mieux se passer certaines années, si tu avais un Voilà. enseignant un peu plus compréhensif. Mmh. C'est ça qui est enfin, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On tombe sur des mon premier enseignant, il était, bref, il était affreux et donc j'ai rien fait avec lui. En plus, j'ai redoublé, bon, donc c'était tombé vraiment dans une catastrophe, et puis ça gênait pas grand monde, en fait, hein. C'était comme ça à l'époque, parce que Mmh. c'était pas reconnu, puis donc voilà. De toute façon, c'est une fille, on en fera autre chose, c'est pas grave. Elle est travailleuse et tout, donc voilà, c'était pas Mmh. grave, et ensuite, je suis tombée vraiment sur un enseignant jeune, dynamique, qui avait une autre perception, de l'éducation, Mmh. et donc il m'a beaucoup aidée. Il m'a appris à aimer un petit peu, l'école, par la musique, que j'adorais, par le sport, j'étais très sportive, heu, le théâtre, et tout, enfin plein de choses ludiques, agréables que je connaissais pas, donc c'était pour moi une belle découverte, et ensuite, il m'a quand même appris à écrire un peu, hein, à assembler les lettres, mais moi je mélangeais le P, le B, le N, le M. Je mélange Mmh. toujours le N et le M, je mélange toujours certaines lettres. Mmh. J'ai 60 ans cette année, je ne suis toujours pas guérie de tout ça, mais avec cet enseignant, j'ai appris beaucoup de choses, et donc du coup, pour, ça m'a servi quand même, parce que peu et a, ça fait pas, et puis pas et pas, ça fait pas. Ça veut dire que d'être illettré, c'est pas être analphabète, c'est juste on n'est pas faire une phrase, sans faire, autant plus de fautes que de mots, c'est compliqué. Moi, je fais des fautes, s'il fallait les compter, c'est mais ça m'a pas empêché, de travailler, parce Mmh. que, les illettrés, il y en a, 2,5 millions en France, hein, 7 de la population. Mais beaucoup d'illettrés travaillent. C'est pour ça que je mets toujours un point d'honneur, mais voilà, dans les entreprises, il faut aller vers eux et les aider, Mmh. parce qu'il ne faut pas attendre qu'ils viennent vers vous, hein, ils ne viendront pas, Mmh. et Ah, parce que parce que est-ce c'est que tu comme peux nous ça. confirmer, Aline? Aline, est-ce que tu peux nous confirmer les illettrés et puis toutes les personnes qui ont des troubles, en fait, ils jouent un peu à cache-cache, c'est-à-dire qu'ils cachent la vérité à leurs proches, ils cachent la vérité à leur employeur, ils cachent la vérité à leur manager. On fait semblant, en Tout à fait. fait. On fait semblant. C'est Toi, tu ça, as tout passé à des fait. années à jouer à cache-cache avec le fait personne ne savait forcément que tu savais pas écrire, même ta famille, tes proches, tes enfants, et cetera. Tu as C'est rusé. un rôle, on est dans un rôle. On est dans un rôle, oui, bah, écoute, moi je sais, enfin, on fait celle qui sait. Mmh. Mais en fait, on n'arrête pas de tricher, de recopier, de demander aux autres de le faire, parce qu'on a une vilaine écriture, parce que j'ai pas le temps. Bah, écoute, tu le fais tellement bien, fais-le. Voilà, on est rempli d'astuces comme ça, et puis, et c'est comme ça qu'on se cache au quotidien. On peut pas évoluer non plus, et Mmh. si à chaque fois que j'ai voulu évoluer, parce que j'ai toujours été quand même, un petit peu une guerrière, hein. J'ai Mmh. toujours voulu quand même, continuer à avancer, parce que voilà, j'ai travaillé 15 ans en usine, mais c'est physique, c'est Mmh mh. physique, et le corps humain, il peut pas résister, et j'imagine bien que, moi je travaillais en usine, donc le peu que j'ai appris avec, mon enseignant, super gentil, il faut savoir que ça s'effrite en plus avec le temps. Mmh. On cultive pas, on ne lit pas quand on rentre du travail, on n'essaie pas de toute façon, parce que de toute façon, c'est trop long, on est trop le temps qu'on lise, enfin, il faut déchiffrer la lecture, donc c'est dur quand c'est pas acquis, et donc j'imagine bien, avec le recul, qu'à l'époque, où l'on vit, quelqu'un qui a travaillé toute la journée, à être, avoir un CAP s'il a un CAP de plomberie ou de maçonnerie, quel que soit le travail manuel. Le soir, quand il rentre chez lui, il va pas s'asseoir et puis lire.
Il est fatigué, il va s'occuper de ses enfants, il va s'occuper de ce qu'il a à faire, il va pas s'occuper de progresser dans ce qu'il fait. Donc Mmh. moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pas cultivé le peu que je savais parce que j'avais personne pour m'aider à le cultiver déjà. Puis j'étais fatiguée, j'y croyais plus et je me disais que de toute façon, voilà, je continuais à me débrouiller comme ça en trichant et tout. Mais à la force de tricher, à la force de me cacher, j'ai voulu évoluer, puis je suis arrivée à l'hôpital. À l'hôpital de Mantes, voilà, hein, il y a le nom des patients à lire, il y a tout est lecture, tout est écriture et puis Oui, plus puis le on n'a temps pas arrêté de te faire passe. changer de poste, donc tu peux pas non plus apprendre régulièrement dans différents services toutes les étiquettes et les copier-coller, en fait, parce que c'est ça, tu dans ton livre, c'est ce que tu écris Voilà, bien, c'est qu'en fait, c'est ce tu fais de la voilà, photographie comme font beaucoup de dyslexiques, mais quand tu changes ouais, régulièrement de service et tout, à chaque fois, c'est des mots nouveaux, donc tu il y a un moment donné, tu étais face à ta il faut réalité. Mmh. il faut réapprendre à chaque fois, réapprendre. À chaque fois, dépasser, se dépasser et à chaque fois, bah, c'est fatigant, quoi Mmh. et puis on a toujours peur d'être démasqué. Puis pourquoi elle s'enferme dans son office? Parce que je me cachais pour écrire mes trucs, je voulais pas les écrire devant tout le monde parce que sinon j'étais trop angoissée, hem et puis pourquoi elle veut mettre une étiquette? Pourquoi elle veut pas écrire elle-même? Pourquoi? Toujours des les gens se posent toujours des questions, et du coup, on peut tomber aussi dans une dépression parce qu'on vit mal. On Bah, est toujours en mmh, retrait. On a des idées plein la tête et on se met toujours quand même, en arrière. On on donne ses idées à d'autres personnes plutôt que de les assumer et puis, parce que c'est pas parce qu'on est illettré qu'on a une déficience, non, intellectuelle. mmh, Moi, j'ai toujours plein d'idées, je veux toujours faire plein de choses, oui, mais mais c'est tout pour est ça que tu pouvais pas écriture aller au et bout. tout est lecture. Mmh. On peut pas Non, aller mais au bout des choses parce que tout est voilà, tu peux pas lecture aller et au tout bout. est Mmh. écriture. Non, Et c'est vrai que du donc coup, c'est toi, frustrant et cet illettrisme que tu as porté pendant des années, ça t'a aussi mmh, coûté des tracas en termes familiaux, hein, puisque du coup, tu t'es engagé. Moi, j'ai lu les passages sur ton livre, où effectivement tu te retrouvais engagé à signer certains papiers, quand tu étais avec un conjoint. ouais, Bah, forcément, mmh. tu en lisais pas le détail puisque tu restais au minima. Bah, La bien sûr, parce que c'est ça le truc, c'est qu'en plus, quand on est illettré, on est obligé de faire confiance et par amour, forcément, quand on est amoureuse, bien sûr, on fait confiance aux gens. Et voilà et non, j'aurais jamais dû faire confiance puisque de toute façon, j'ai signé des crédits, je peux bien l'admettre, hein. J'ai signé des crédits, pour une Ouais. maison, qui pouvait, enfin qui un crédit habitation, voilà, j'ai signé un crédit habitation, Mmh. pour une maison qui ne m'a jamais appartenu. J'ai Mmh. même payé la soute, chez le notaire, j'ai vraiment, et j'ai fait confiance à tous ces hommes de loi, à cette personne aussi. Et c'est lorsque je suis retournée à l'école, tout ça, le fait de retourner à l'école, Parce que toi, ça on est m'a d'accord, ouvert tu es retournée à l'école, l'esprit. tu avais quel âge, Aline, quand tu es retournée à l'école du coup? J'avais Parce que 50 ans, j'avais 50 ans. 50 ans, Mmh. 51 à peu près Mmh. et du coup, ça m'a explosé à la tête tout ça parce qu'en fait, la personne qui m'accompagnait à l'époque, elle n'avait pas envie que je m'améliore. Elle n'avait pas envie que je retourne à l'école. Elle trouvait ça imbécile de retourner à l'école à 50 ans. Mmh. Elle trouvait que de désirer faire un CAP même à 50 ans, elle trouvait ça, bah, de toute façon on allait me le donner par pitié, hein, parce que bon, de toute façon un CAP, ça vaut rien, c'est c'est pas mais moi c'était ma victoire tout ça Bien et sûr. du coup ça m'a ouvert l'esprit. J'ai pu discuter avec des gens, heu d'autres personnes avec d'autres idées. J'ai pu sortir de mon cocon, j'ai pu enlever ma carapace et puis écouter autour de moi et dans cette école, ce qui m'a fait très mal au cœur, c'est que j'ai rencontré des mômes, des jeunes de 20 ans. Des jeunes de 20 ans qui étaient sortis de l'école en situation d'illettrisme. Ils n'avaient pas les compétences de base. Donc, je me suis dit: «Quand même, c'est dingue, quoi». Moi, j'ai 50 ans, OK, parce que voilà, je suis arrivée à l'école dans une à l'époque, l'école,
c'était pas aussi bien que quand moi j'ai mis mes enfants à l'école. Voilà, c'était beaucoup plus ludique. Il y avait pas tant de souffrance théoriquement, Voilà, je l'école a quand même pensais. un peu plus évolué. On va dire que là, justement, de la bienveillance vers l'enfant. Après, c'est de la méconnaissance Oui, face aux neuroatypiques et que certains oui, professeurs, certains enseignants, certaines maîtresses, en fait, se rendent pas compte, en oui, fait, du groupe dans lequel vit l'enfant. Et c'est vrai que là, ce c'est que ça. tu dis, c'est qu'en fait, il y a un enfant sur deux enfin, on va dire un enfant sur 6 qui est neuroatypique dans une classe, mais un Mm, neuroatypique sur 2 qui quitte sa scolarité, donc qui peut effectivement se oui, retrouver à 20 ans d'être dans une situation de non-apprentissage, donc d'illettrisme. c'est ça. Et Mm, ça peut lui gâcher effectivement sa vie d'adulte, parce que du coup, il a pas les outils pour pouvoir vivre de manière autonome, puisque toi, du coup, tu faisais confiance aux personnes qui t'entouraient pour avancer dans ta progression. Et oui, heureusement qu'à un moment donné, on t'a tendu une perche pour que tu puisses aller faire cette école à 50 ans. Et c'est ça qui est génial. C'est que tu l'as oui, tout saisi à aussi. fait. Oui, oui, tout à fait. Enfin, j'avais fait plusieurs demandes pour pouvoir retourner à l'école. Mais Mmh. comme j'arrivais pas à dire les mots, puisque c'est ma fille qui m'écrivait le courrier, moi je recopiais au mieux. Et donc, voilà, j'étais pas prise au sérieux. C'est terrible ça, hein. Ouais. On demande de retourner à l'école, mais pourquoi elle veut retourner juste à l'école? Elle sait bien écrit, il y a pas trop de fautes, pourquoi? Donc, voilà, il a fallu que je pousse le bureau et que je dise: «Je veux retourner à l'école parce que j'ai fait plus de fautes que de mots, parce que j'ai du mal avec la lecture, parce que j'ai du mal à comprendre ce que je lis» et voilà. Il a fallu que je vide mon sac et ça fait mal de le faire, ça fait mal. C'est pour ça Mmh. que c'est pas évident que tout le monde, ait le courage de le faire. Il faut Mmh. être prêt. Moi, j'étais prête parce que j'étais malheureuse. J'étais pas bien. Mmh. J'étais pas bien dans ma Mmh. peau avec tout ça. Donc c'est Mmh. pour ça que j'ai réussi à le faire. Mais il a fallu que j'aille au bout du rouleau pour le faire. C'est pas normal. Bah, Et c'est heu et d déjà, tu as et eu le donc du courage coup, je suis retournée. ouais, tu as eu le courage d'y aller et puis moi, ce que je trouve fort et puissant, c'est que, tu as réussi parce que tu aurais pu aussi, baisser les bras plusieurs fois alors que tu as réussi à progresser quand même dans ta vie professionnelle. Tu Mmh. te mettais des challenges. Alors oui, tu étais maligne parce que finalement, tu arrivais à faire les choses qu'il fallait faire à droite à gauche pour, continuer d'évoluer. Mmh. Et alors oui, des fois des mauvaises signatures parce que si tu pouvais pas effectivement lire le détail, mais tu as fait en fait de ta faiblesse une force et c'est ça qui est puissant Oui, aussi parce que du coup, tu t'es construit autrement et je trouve que maintenant, tu es une ambassadrice, justement des personnes illettrées à avoir le choix de retourner à l'école à l'âge que l'on a et voilà et ça c'est oui, super tout à puissant. Pour moi, fait. c'est un vrai message d'espoir, en fait. Tout à fait, je me suis bien battue pour améliorer tout ça, c'est vrai et j'ai eu mon CAP de toute façon, Yes. au bout du compte, et je me bats toujours, pour la cause de l'illettrisme et c'est vrai que dans toutes les écoles, il y a des dyslexiques, enfin des neuros. Moi aussi, j'ai toujours des problèmes de langage, je fais toujours attention aux mots et quand je les connais pas bien, je peux, mal les prononcer. Mmh mh. Mais la neuroatypie, voilà, je l'ai sorti En plus, il et faut exprès de nous avoir mis des mots compliqués pour des gens qui ont des problèmes du trouble de l'apprentissage et du langage, c'est quand même pas très pratique, hein. c'est pour qu'on articule correctement et Ouais, qu'on c'est ça. réfléchisse en même temps. C'est pour le challenge de C'est pour base. la gymnastique et du coup, je trouve ça épatant, que tout le monde se regroupe faire cette école, hein, une école magnifique et moi, dans mon livre, à la fin, je mets le problème avec les dyslexiques, avec le problème, de trouver des orthophonistes, hein. C'est vraiment un calvaire pour les parents et là où je vous rejoins, mais vraiment, ça serait merveilleux qu'il y ait, ce genre de petites, groupes, tout au moins dans chaque école. Pas dans chaque école, mais parce que moi, ce qui me soucie, c'est que d'emmener des enfants enfin voilà, on prend les enfants d'un foyer et pour les mettre dans une école, pour les héberger toute une semaine, par exemple, c'est Mmh. dur pour les enfants, ça aussi. Ouais. On En a fait, non, enfin, l'idée, c'est qu'il je faudrait que trouve dans notre qu'en plus, ces enfants-là, ils sont tellement sensibles et tellement aimants, ils ont besoin de leurs parents
Ils ont besoin On d'un peut cadre. pas Ouais. les enlever du foyer pour les mettre dans une école. Donc Alors, moi, je trouve que toutes vos solutions devraient se rassembler dans des communes ou dans des villes où mmh, puisqu'on peut pas peut-être pas tout mettre toujours dans les écoles, mais non, au moins que ce l'idée, soit ça serait d'être un peu ambitieux. plus rapproché, L'idée, ça serait d'être ambitieux, Aline. En fait, c'est que l'école Libération puisse être un peu comme un labo, un centre de recherche pour arriver à oui, trouver quelles seraient les solutions, tantôt côté pédagogie et effectivement pédagogie classique, pédagogie alternative, mais pour se rendre compte de quels sont les bienfaits en fonction justement des différents troubles de ces enfants. Et après, de donner les clés aux enseignants qui sont justement partout c'est en ça. France pour qu'ils Mmh, puissent demain accompagner l'enfant avec une synergie avec des thérapeutes locaux. Donc l'idée, ça serait de la dupliquer, cette histoire d'école. Et c'est pour ça que moi, depuis quelques mois, je suis très touchée par l'engouement, puisque certaines municipalités nous appellent en disant, bah, moi, dans ma petite municipalité, j'aurais bien voulu une école Libération, parce que j'aimerais bien qu'on arrive à marier, si je peux utiliser ce terme-là, les équipes thérapeutiques. Donc l'orthophoniste, bien sûr, en fait partie, hein, c'est une des clés au niveau de mmh, l'apprentissage, des troubles de l'apprentissage, avec une neuropsychologue, avec une psychomotricienne, mais avec justement des enseignants en face pour que les tout 2 à puissent fait. travailler ensemble. Et ça, Mmh, c'est, pour nous, ça va être c'est les plus belles pages à écrire de ce projet et qu'après, du coup, ces pratiques soient duplicables, bah, un peu partout en France parce que je suis totalement d'accord avec toi. On n'est pas sur des enfants qu'il faut aller emmener dans un internat. Alors parfois, c'est le cas et ça arrive non, et voilà, c'est dommageable. Mais si oui, on peut mais apporter ça ça leur dans un donne, maximum de communes. mmh, Parce que c'est des enfants hypersensibles, donc si c'est pour les couper de leur vie familiale et de leurs repères, c'est pas une bonne idée. Donc c'est vrai que demain, non, si notre école fonctionne très, très bien et ce que je souhaite et qu'on devient un centre de formation, bah, on aura des enseignants de toute la France qui viendront comprendre comment le système fonctionne et que, bah, les thérapeutes, les orthophonistes puissent donner des clés. Moi, je suis très surprise depuis qu'on a créé ce projet. Il faut savoir qu'en fait, il y a que 20 écoles d'orthophonistes en France. C'est tout. oui, non, mais il y en a pas, il y en a pas. Il y a pas la France ne fabrique plus d'orthophonistes Alors comme, qu'elles ont une d'autres alors choses qu'elles ont un d'ailleurs, rôle mais essentiel. oui, c'est la base essentielle parce qu'on peut les enfants ne sont tous différents, tous Mmh mh. différents. On peut pas faire, comme Alice, disait tout à l'heure. On Mmh. peut pas, dire: «Tiens, on veut un enfant qui soit, comme» bah, pourquoi pas blond aux yeux bleus aussi, tous, Ouais, tant la qu'on y vie est. quoi. On est tous différents et c'est pas parce que nos enfants sont différents qu'ils ont pas le droit à une belle vie aussi. En Mmh. plus de ça, c'est pas parce qu'on est 10 quelque chose ou Ou atypique, TSA ou tous les autres voilà, termes. on peut tout à fait, continuer à avoir un beau métier, un métier bien choisi, un métier que l'on aime et puis gagner sa vie, Et être correctement. heureux C'est et être pas heureux en ayant ses faiblesses. Moi, je dis souvent ce que voilà j'aimerais, c'est qu'à travers et cette être école heureux. Libération, on arrive à transformer, le côté trouble en talent. Mmh, Parce qu'on a tous de toute tout façon à fait. des spectres où on est moins bon, moins efficace. Alors certains avec nos Mmh, troubles, bah, ça effectivement, c'est plus difficile que d'autres. Mais si on trouve vraiment dans chacun de ces enfants des choses qu'il aime faire, des choses pour lesquelles il se passionne, bah, à partir du moment où l'enfant va avoir donné du sens à une partie de sa c'est vie, ça. il va construire autour Mmh, de ça et c'est comme ça qu'on fait de très belles personnes qui, du coup, tout s'éclatent à dans un fait. domaine Mmh, et c'est à ça aussi que doivent servir ces écoles. Ces écoles doivent être un peu des passerelles. Alors nous, c'est ce qui va se passer au niveau de l'école Libération, c'est-à-dire qu'on va mailler avec les entreprises locales pour que ces enfants puissent découvrir des métiers, puissent découvrir, des manières de pouvoir, se projeter dans un futur mmh, proche ou lointain, en fonction justement de leurs talents, pour pouvoir y trouver, ben, un épanouissement et du bonheur. Et ça, on le voit quand on a tout des à troubles, fait. tu l'expliques très bien dans ton livre. Il y a vraiment des zones d'ombre, Mmh, des zones de tristesse et de douleur, d'être différent, de pas mmh, arriver à faire comme les autres malgré, de la bonne volonté, parce que, ben, on est pétrifié parfois par la situation mmh, mmh. ben, on n'a rien fait pour mériter ça aussi. Je voulais aussi qu'on parle un peu de la culpabilité parce que, on est parfois là-dedans aussi en tant que parent ou parce que, bah, du coup, on fait pas les choses qu'on devrait faire, parce qu'on est pétrifié par des situations. Je pense que toi, tu l'as Mmh vécu quand tu et donnais pas puis, les lettres que ta fille te faisait, bah, c'est parce qu'on se sent un coupable d'être ce qu'on enfant est. un enfant aussi se sent coupable de pas bien travailler à l'école, hein.
Il se sent mal parce que c'est pas un enfant comme les autres. Pourquoi ils y arrivent, moi pas. Donc c'est très compliqué dans la tête d'un enfant, hein. Mm. Et c'est vrai qu'on voit de la dépression. Et ensuite, quand on arrive ado, on voit aussi beaucoup de délinquance et puis des enfants rebelles et tout parce qu'ils sont en colère. Mm. Et ça continue ensuite dans la vie d'adulte, ça, hein. Ça Mm. s'arrête pas. On se construit pas toujours de la bonne façon à cause de ça, hein. Bah, Et moi, c'est pour ça que de mon handicap, j'en ai fait un livre. J'en ai fait un livre. Pourquoi? Parce qu'une enfance avec des échecs scolaires, c'est compliqué. Ensuite, la vie de travail, c'est compliqué aussi quand on n'a pas toutes les bases. Et puis, une vie de femme aussi, oui, on se fait abuser aussi. Et puis, il faut continuer à se battre. Donc, je suis retournée à l'école, beaucoup de chance. Et du coup, pour remercier un peu ou pour mettre un doigt sur voilà, tu n'y arrives pas, mais tu peux le faire quand même. Et puis voilà, donc j'ai fait un livre pour raconter tout ça parce que, voilà, c'est ma faiblesse, mais j'en ai fait une victoire, du coup. Ah bah, pour une jeune fille qui n'arrivait pas à écrire, là, tu nous as quand même sorti un livre, hein, complet. Oui, Et mais je qui a une sais super- raconter. Je sais c'est ça. raconter. Après, les mots, voilà, il faut les écrire. C'était très difficile, mais du coup, j'ai utilisé la technologie pour écrire aussi. J'ai utilisé mon ordinateur parce que comme je suis dyslexique, j'écris les mots à l'envers. Lui, il me souligne en rouge. Et voilà, si j'écris père, j'écris pro à la place de père. Bon, voilà. Il me dit ça va pas, ma fille. Il me met en rouge et voilà. Donc, si Alors, je mets un N à la place d'un N, voilà, Mm. il me dit. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Ouais, tu fais bien de surligner ça. C'est aussi que la technologie peut aider tous ces enfants. Encore une fois, faut-il Oui, qu'ils aient la technologie au moment où ils rentrent dans des périodes d'apprentissage qui vont leur permettre après d'utiliser cette technologie à bon escient. Moi, je vois trop de parents oui. qui attendent parfois 2, 3, 4 ans avant d'avoir les bons dossiers, les bons équipements pour que l'enfant puisse enfin avoir un outil informatique, un Mm. ordinateur qui l'accompagne au collège. Mais des fois, il y a du Ouais. retard qui a été pris de folie. Nous, on sait que dans le projet École Libération, tous les enfants vont vraiment avoir un apprentissage vraiment Mm. autour de l'informatique. Parce que, comme tu viens de le dire, l'informatique, c'est magique aussi parce que ça peut aider à corriger Tout à euh, fait. Moi, l'expression sans écrite. l'informatique, j'aurais pas pu écrire mon livre Mm. parce que Donc, c'était trop dur. Sinon, tu fais une page et ah mince, allez, hop, tu recommences. Non, c'est trop dur. non, c'est Pour clair. moi, c'était trop dur. Mais voilà, un ordinateur, tu gommes, tu refais, voilà, je sais pas, c'est Mm. différent. Et puis au moins, ça fait pas les cahiers sales, parce que ça, c'est un vrai souci de tous les Non, 10 quelque il n'y a chose. pas de tâche. Alors ça, Il en n'y a plus, pas tu de es talentueux. rature. Alors, moi, je vois déjà comment j'arrête pas de réécrire. Quand on est dyslexique et dyspraxique, en fait, on écrit, mais on repasse sur notre propre écriture, donc ça bave. Voilà, donc bon, ça fait Ouais. partie des aléas et qu'on Non, n'a pas c'est pas forcément grave. des beaux cahiers ou des belles lettres. Non, mais c'est vrai. Non, Tu le non. décris Moi, très bien. je fais que des brouillons. J'ai l'impression que toute ma vie, c'est un brouillon. C'est très Ouais. désorganisé. C'est très désorganisé. Bon, C'est en tout comme cas, ça. c'est vraiment chouette de vous avoir toutes les 3 ce soir pour partager, pour aussi apporter une note positive, une note d'espoir. Moi, j'espère que justement, Aline, Alice et Tatiana, on va vous avoir de près ou de loin dans le projet pour continuer d'être bienveillante à l'égard de comment nous allons co-créer cette école et ce que nous allons pouvoir y proposer à l'intérieur pour que les enfants puissent s'y retrouver. Alors pour ceux qui ont rejoint le live ce soir, c'est peut-être la première fois que vous nous entendez parler autour de l'école Libération, juste en quelques mots, puis comme ça après je redonnerai un petit peu la parole à chacune. L'école Libération, c'est un centre innovant dans lequel nous allons retrouver des classes, donc 3 classes pour des 6-12 ans, et une maison de santé qui vont travailler en fait en symbiose pour que les enfants qui vont avoir la chance de rentrer dans cette école puissent être accompagnés sur les différents plans de son apprentissage, mais aussi de sa santé, de découvrir, de l'aider à découvrir ses talents, puisqu'il est vraiment question d'accompagner l'enfant dans son épanouissement,
que certes, il a peut-être un trouble, un dysfonctionnement, mais s'il est entouré d'adultes, d'éducateurs, d'enseignants compétents qui connaissent justement les limites de tous ces troubles et surtout les stress qu'occasionnent ces troubles, ça va permettre à tous ces enfants de trouver leur place, de se trouver eux-mêmes pour justement pouvoir rayonner, s'amuser, s'éclater et pas être dans cette crainte et dans cette anxiété que toi, Aline, tu as vécu, hein, qui ne sont pas des situations pour moi constructrices, mais au contraire destructrices dans son être, dans son, dans Oui, son, tout dans à son fait, oui. Mm. Parce que c'est pas dans ces moments-là que de toute façon on apprendra mieux, hein. Donc, on doit accompagner l'enfant à s'extérioriser, à s'épanouir. Donc, c'est pour ça qu'il y aura effectivement une branche artistique et apporter aussi des manières différentes, c'est-à-dire des pédagogies alternatives. Montessori en fait partie, Steiner en fait partie. Ça peut être aussi de l'apprentissage comme par exemple de l'histoire, mais via le théâtre, parce que le théâtre est très soulageant, surtout quand il est pris sous forme de jeu pour l'élocution, mais également pour la mémorisation et puis pour tout simplement pouvoir jouer aussi un rôle dans un spectacle, dans une scénette, dans une partie d'un spectacle qu'on pourra organiser avec l'école. On a beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'intervenants qui vont co-construire ça, c'est-à-dire le programme va suivre le programme de l'éducation nationale parce que pour moi, on est une passerelle. Les enfants vont arriver entre 6 et 9 ans à peu près dans l'école. Et l'objectif, c'est qu'on puisse leur donner les éléments nécessaires à retourner ensuite dans une structure collège pour pouvoir récupérer un programme, justement parce que pendant ce temps, ils auront eu des clés. Alors des clés peut-être informatiques, hein, comme tu nous as dit, Aline. Ça peut être aussi des manières d'apprendre autrement. Et ça, c'est Tatiana qui nous en a parlé parce que du coup, elle a été vers la pédagogie Montessori pour accompagner ses enfants à mieux apprendre, à développer des compétences. Et également, on va avoir tout un rôle au niveau de la motricité, puisqu'il y aura une salle de motricité dans laquelle une psychomotricienne aidera les enfants à mieux gérer leur corps dans l'espace. Mais également, on ira vers tout ce qui est la relaxation, la méditation, le yoga, le pilate, qui sont en fait des enseignements où l'enfant va pouvoir tirer parti de se relaxer, se calmer, se recentrer sur lui-même. Et ça va être assez puissant pour l'aider à grandir et à s'accepter comme il est. L'acceptation doit faire partie en fait de la vie pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'aimer. Et c'est une école où il y aura beaucoup d'amour puisque on va accompagner les parents à s'aimer eux-mêmes et à aimer encore mieux leurs enfants. Et on va aider ces enfants à s'aimer eux-mêmes et à aimer le monde dans lequel ils vivent, même s'ils sont acteurs différents. Et ça, c'est pas un souci. C'est pour ça aussi que cette école s'appelle La Libération. C'est vraiment à plusieurs sens du terme. Alors, le projet, certains me demandent qu'est-ce que je peux faire. On va passer des petits mots. Vous êtes les bienvenus en fait pour nous retrouver sur le site de l'école Libération. Certains d'entre vous pouvez être bénévoles, vous pouvez être accompagnateur du programme. Vous pouvez aussi donner vos astuces. En tant que parent, vous pouvez commencer à vous mettre sur les listes des futures inscriptions, parce que bien entendu, c'est aussi l'objectif demain de cette école. Vous pouvez aussi avoir envie de travailler au sein de l'école Libération et d'être demain un éducateur, un enseignant, une assistante dans l'équipe. Donc, il reste bien sûr des places à l'heure actuelle à pourvoir. En tout cas, c'est une école qui se voudrait être un centre innovant à côté de la gare du Mans. Comme ça, Aline pourra sauter dans un train et venir nous voir si elle a envie. On aura justement des intervenants un peu de toute la France, puisqu'on le sait, à l'heure actuelle, il n'y a pas de centre comme celui-ci qui existe tout près de chez nous. Donc, l'idée, ce sera de croiser les savoirs, de savoir aussi, comment dire, d'être dans la co-construction. C'est-à-dire que chacun va pouvoir contribuer de par son expérience, de par la rencontre avec un professionnel de la santé, un professionnel, un thérapeute. On est vraiment là pour que cette école, en septembre 2022, elle ouvre avec une volonté première qui sera de remettre des étoiles dans les yeux des enfants et donc dans les yeux des parents par rapport à l'heure actuelle des situations pas simples à vivre. Moi, j'aime souvent dire la douleur, elle fait partie de la vie. Malheureusement, ce sont des étapes dans la vie. Par contre, la souffrance, elle est optionnelle. Et l'objectif de cette école, c'est de limiter la période de souffrance au minimum possible pour que demain, ces enfants puissent vraiment, vraiment se révéler. Donc, nos besoins, c'est aussi bien des pédagogues, des parents, des formateurs, mais également un soutien financier, parce que vous vous doutez bien que ce type d'école, dans un bâtiment adapté
pour pouvoir accueillir tout ce joli monde, ça a effectivement besoin de finances. Et donc, à juste titre, chacun peut contribuer d'une petite pièce à un gros billet. Regardez aussi combien vous payez d'impôts. Là, on va arriver dans cette période-là. Donc, peut-être que vous voulez faire bénéficier une partie de vos impôts pour un projet, moi j'aime bien dire flécher un projet de cœur qui vous tient à cœur, c'est le cas de le dire, et nous accompagner pour qu'on puisse effectivement faire un projet XXL pour ces enfants qui le méritent, et de même partager certains posts de la page, parce que ça peut passer par votre biais et que peut-être grâce à vous, on aura un futur éducateur dans l'école, ou grâce à vous, une maman va trouver une solution pour son enfant, ou grâce à vous, on aura peut-être un mécène qui nous dira moi, je suis très heureux de pouvoir participer et de financer peut-être la salle de motricité ou encore notre restaurant atelier ou encore notre jardin de permaculture, puisqu'encore une fois, on va offrir le meilleur à ces enfants. Alors, la cagnotte se termine dimanche, donc on a déjà quasiment 20 000 € qui ont été collectés. Donc déjà, merci pour ça, parce que c'est super, ça nous permet de mettre les premières briques du projet en route. Et bien sûr, c'est un réel plaisir, moi, d'être au pilotage de ce projet. Tous les jours, je rencontre des gens ultra intéressants. Je me sens moins seule en tant que maman avec des neuroatypiques. J'ai enfin enlevé mon sentiment de culpabilité parce qu'il nous habite. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi nos enfants sont comme ça différents? Alors voilà. On se sent soi-même différent, un peu extraterrestre. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que ce soir, il y a plein de personnes extraordinaires qui nous rejoignent. Et c'est ça qui est motivant. Tatiana, moi, quand j'écoute justement ton parcours de super maman avec tes 5 enfants, quand on voit ta petite dans tes bras lovée contre toi, on sait qu'avec beaucoup d'amour, à l'heure actuelle, tu es en train de les faire grandir et les accompagner à réussir leur vie. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot pour que chacune prenne un peu la parole avant qu'on laisse tout le monde faire rêver à une éducation innovante pour le maximum d'enfants? Tatiana, un petit mot? Oui, écoute, j'ai envie de dire, pour résumer un peu, moi, ce que je retiendrai de cette soirée et ce que j'ai envie aussi de dire aux parents qui nous écoutent, c'est un projet qui est essentiel. Pourquoi? Parce que au final, et c'est ce que je dis souvent, l'école, c'est l'endroit où nos enfants passent le plus de temps. Enfin, si on décide de les mettre à l'école dans une journée, c'est là qu'ils passent les 2/3 de leur vie. Donc, si c'est pas un endroit où ils peuvent apprendre de façon, j'ai envie de dire, bienveillante, à leur rythme, avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils veulent faire, avec ce qu'ils ont comme talent, comme faiblesse, etc., c'est sûr que quand on a des enfants extraordinaires, je vais tous les mettre dans ce paquet-là, on va dire, ils décompensent après, c'est terrible. Et c'est là qu'on en arrive aux crises, aux problèmes, aux soirées ingérables, aux couchers qui durent 3 heures. Et voilà. Et en fait, cette école, c'est déjà un vrai gros début de solution. Parce qu'à partir du moment où on est bien, où on est déjà accueilli pour ce qu'on est, pour ce qu'on est, en fait, tout simplement, sans étiquette, même avec plein d'étiquettes, même avec plein de 10, avec plein de trucs, avec des TSA, TDA, HPI, tout ce qu'on veut. Mais si on est pris tel qu'on est et qu'on nous adapte la pédagogie, et moi, c'est par exemple ça que j'ai beaucoup aimé chez Montessori, c'est que c'est le travail d'une vie. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'est jamais trop tard. Enfin, voilà, chez Montessori, voilà, il y a des choses qui se font, mais c'est tellement logique, c'est tellement adapté à l'enfant que oui, il apprend. Et l'art et la méditation, etc., la pleine conscience de soi, de l'autre, etc., mais c'est tellement fondamental et c'est tellement oublié par l'éducation nationale. Combien d'écoles ne font même plus ni de peinture, ni de musique, ni alors que c'est vrai qu'en ce moment, on traverse des périodes très compliquées, donc ouais, c'est clair que... voilà, c'est ça, mais ça, c'est tellement la vie, c'est tellement ça. Donc, Audrey, moi, j'ai juste envie de te dire, mais merci, et oui, moi, je serai là pour donner un coup de main, ça, c'est sans problème. Voilà, j'ai envie de dire vers l'infini et au-delà, n'est-ce pas? Mais pour nos enfants, oui, voilà, c'est le début d'une vraie solution. Génial. Merci pour tes mots qui me touchent.
Alice, est-ce que tu veux nous dire un petit mot justement pour qu'on puisse se quitter en bonnes énergies comme ça a commencé? Oui, bien sûr. Ben, je vais rejoindre Tatiana en disant que les enfants ont besoin d'être considérés. C'est ce que disait Tatiana en effet, et de pouvoir être eux-mêmes et d'être vus tels qu'ils sont sans se sentir jugés. Moi, en tant que maman, je sais que il y a un des jumeaux, je sais pas, il n'a pas été diagnostiqué, mais je sais qu'en tout cas, je suis vraiment son réceptacle le soir quand il rentre de l'école, depuis qu'il va à l'école, hein, depuis ses 3 ans. Petit à petit, il arrive de plus en plus à exprimer les difficultés qu'il rencontre, mais c'est très facile à déceler, très difficile à déceler, je veux dire. Parce qu'en effet, il peut rentrer dans des colères destructrices envers moi, envers ses frères, envers ses objets, envers ses jouets. Et je sais que quand il entre dans des colères comme ça, c'est qu'à l'école, il y a quelque chose qui n'a pas été entendu. Alors peut-être il n'ose pas l'exprimer, et c'est ce que je voulais dire justement, c'est que ces enfants dits neuroatypiques, ils ont une chance et un courage énorme de pouvoir exprimer réellement ce qu'ils ressentent et qui ils sont. Et ils ont juste besoin d'avoir devant eux des personnes qui les accompagnent, des personnes bienveillantes qui les accompagnent dans leur expérience de vie. Et en effet, donc l'école Libération est pour moi très importante pour ça. Et les enseignants, je pense que les enseignants sont vraiment en recherche de cette formation, de cette compréhension. Et mon mari me le dit très souvent, il est très heureux d'avoir choisi ce métier, parce que pour lui, c'est une grande richesse, et parce qu'on peut s'enrichir tous les jours. Enfin, tous les jours, on peut évoluer de par des formations, de par des rencontres, par des lectures, et puis bien sûr aussi grâce aux enfants. Si on les observe et si on travaille plus avec eux et qu'on construit autour d'eux, on peut énormément avancer. C'est la magie pour moi de l'être humain, qu'il soit petit ou grand, peu importe son âge. Si on est vraiment en échange et en écoute active les uns avec les autres, on peut énormément s'apporter et on peut énormément s'aider à grandir, et on peut énormément dans cette énergie d'amour, hein, parce que du coup, quand on se respecte comme ça, moi j'associe ça beaucoup à énergie d'amour, ça permet vraiment à chacun de se retrouver et de pouvoir progresser sereinement dans une bulle de bienveillance, et de s'accepter avec effectivement ses difficultés, et puis d'être comme on est. Et ça, c'est vraiment ultra puissant pour ce qu'on a envie de réaliser ensuite, hein. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Merci en tout cas, Alice, pour tes mots encourageants et cette vision que tu as dans le projet. Est-ce que tu vas y apporter aussi, puisque je sais que du coup, tu vas pouvoir contribuer à nous aider à écrire les pages de ce programme pédagogique qu'il va falloir bientôt qu'on délivre pour l'offrir à certains parents qui se demandent ce que l'on va faire à l'école Libération. Aline aussi, merci pour justement ton partage. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire pour justement finir sur ces belles paroles de cette soirée positive et d'espoir? J'ai envie de dire que cette école de Libération, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est vraiment la libération pour les enfants à venir. Si toutes ces bonnes ondes, tout ce bonheur, toute cette façon d'apprendre, toute cette pédagogie nouvelle pouvait s'étaler partout en France, dans toutes les écoles, dans tous les raccoins, puisse enrichir aussi les enseignants par une démonstration et de la communication. Ben voilà, peut-être que si on arrivait à faire ça, il y aurait moins d'illettrés dans quelques années qui sortiraient de l'école. Les enfants On peut y sortiraient travailler ensemble, on peut vainqueurs. souffler ensemble ce vent de libération, et j'espère que tous les C'est ça. enseignants qui vont nous écouter pourront demain partager, venir nous rejoindre sur les premiers séminaires et les premières formations, parce que justement, comme on le co-construit, on va le travailler étape par étape. Donc, bien sûr, messieurs, mesdames les enseignants qui êtes au contact tous les jours des enfants,
prenez de votre temps pour venir participer avec nous à ces créations d'ateliers qui, je l'espère, demain permettront à des milliers d'enseignants pour pouvoir demain influer et aussi souffler un vent de libération dans leur classe pour justement apporter plus de bienveillance, plus de compréhension et surtout beaucoup de respect, mais dans les deux sens, parce que pour tous les enseignants que je connais, c'est vrai que c'est magnifique d'éduquer des enfants, mais c'est pas si évident que ça quand on n'a pas toutes les clés et les compétences et les connaissances face à certains enfants dits difficiles dans une classe. Et donc, bravo à vous, messieurs, mesdames. On pourrait se mettre aux fenêtres aussi pour applaudir les enseignants qui, au quotidien, éduquent nos enfants. Et puis, à ceux qui n'ont pas les clés, encore, de justement s'intéresser à des projets comme celui-ci pour avoir peut-être demain des clés alternatives, des clés nouvelles pour pouvoir gérer au mieux sa classe. Parce que si vous êtes au contact des enfants, c'est que vous êtes certainement passionné par les enfants et que ça peut vraiment être un vent de libération. J'aime bien ce mot. On l'aura trouvé pendant la soirée, on va se le garder pour la suite. Un vent de libération pour les parents, les enfants et les enseignants qui vont pouvoir découvrir comment dans notre jolie école, on va avancer. Et justement, on sera pas avide de partage, bien au contraire. Plus on va partager, plus on va effectivement faire grandir cette mentalité nouvelle de l'éducation du futur siècle qui nous arrive. En tout cas, un grand merci à vous, mesdames. Merci de votre partage sans filtre. Ça fait vraiment du bien. Merci à vous tous d'avoir écouté ce soir. On va répondre à vos petits mots qui seront posés en dessous. En tout cas, merci pour votre soutien à tous. C'était puissant comme soirée. J'ai apprécié. J'ai trop hâte de regarder le replay parce que c'est encore là qu'on continue de phosphorer. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Merci à tous ceux qui vont soutenir ce projet, qui vont écouter le replay, qui vont se dire « Oh, vivement le prochain replay ». Aline, Tatiana et Alice, un grand merci pour qui vous êtes, ce que vous faites déjà, ce que vous contribuez et puis ce qu'on va certainement réussir à continuer d'insuffler ensemble, cette vague de positive attitude et ce vent de libération sur ces futurs écoliers, dans toutes les écoles de France, si possible, ça serait juste magique. Merci à toutes. Très belle soirée. Merci à très bientôt. Très belle soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt.